Petite vidéo, j'étais chez l'antiquaire, je me suis dit que ça serait un excellent endroit pour faire une vidéo sur l'anthropologie. Donc vous allez sûrement entendre des petits bruits à gauche à droite ou des gens passer, c'est normal. Je voulais parler de l'anthropologie dans cette vidéo. Je veux faire une petite cartographie de l'anthropologie, c'est certain, mais je vais plus m'intéresser à la question de l'anthropologie, de la parenté, donc de la famille. Pourquoi parler de la famille? Parce qu'il y a un grand changement qui se fait au niveau de la société et ça remet en cause les concepts mêmes, les bases mêmes de l'anthropologie et de la manière dont elle a été constituée très officiellement à partir du 19e siècle, 20e siècle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment l'objet en lui-même change, l'objet d'étude de l'anthropologie change. Donc très rapidement, vous avez sûrement entendu parler de l'anthropologie, mais vous avez aussi entendu parler de l'ethnologie. On va faire ça très simple. L'anthropologie, c'est né du côté anglophone. En fait, anthro, c'est l'homme, et c'est pour ça qu'on a le nom André, le prénom André, donc l'homme. Et ethnologie, donc l'étude des ethnies. Il y a eu un petit peu une petite confrontation entre les deux termes, déjà parce que à l'époque, il y a toujours une très grande compétition au XVIIIe siècle entre la science française et la science anglophone anglaise. Puis ensuite, il y avait des manières de faire qui étaient un peu différentes. Si on prend l'anthropologie anglophone, anglo-saxonne, à ses débuts, elle s'intéressait beaucoup à la question des races et à la question de la morphologie, la question de classifier des individus par leur morphotype. Et ça a amené à tous les excès qu'on connaît dans les années 30. Il y a aussi ethno, parce qu'il y a l'étude des ethnies, donc les francophones se sont plus intéressés aux groupes et aux tribus, et c'est comme ça que sont apparus ces deux termes-là. Aujourd'hui, ça a tendance à fusionner, même si ça reste un peu une particularité française, et que le domaine scientifique est plutôt dominé par le monde anglophone, donc c'est sûr qu'on va s'aligner sur les termes anglophones. Je suis désolé pour les bruits un petit peu à gauche, je suis dans un café antiquaire, donc c'est possible que vous entendiez un petit peu de bruit. Ça fait partie du charme de filmer en dehors de chez soi. Alors, l'anthropologie, c'est plusieurs courants, et puis ça évolue dans le temps. Donc je vous parlais un petit peu du XVIIIe siècle, on va dire qu'il y a deux grands courants importants au XVIIIe siècle, c'est le naturalisme. Donc je pense que c'est Buffon, ouais, c'est ça qui a lancé ça à une époque, et donc il y a des caractéristiques humaines et des caractéristiques animales. On va faire des fiches, on va dire l'humain c'est bipède, etc., etc. Puis ensuite on va lui rajouter des caractéristiques qui sont liées de la technologie, la parole, etc. Donc vraiment une observation, comme je disais, morphotype, morphologique. Puis il y a aussi l'anthropologie philosophique, et elle va s'intéresser plutôt à la question de l'éducation, de la civilisation, et donc toute la question de la colonisation en fait, qui va justifier pas mal de saloperies pendant les colonisations, parce que justement on va chercher à civiliser les individus, parce qu'à travers la civilisation, c'est là qu'on a l'éducation et la civilisation, c'est là qu'on a les degrés d'avancement d'une société. Tout ça c'est du passé, ça fonctionne plus du tout comme ça. Ceci dit, il y a des bases qui ont perduré et qui sont super intéressantes. Donc si on veut prendre la modernité dans l'anthropologie moderne, on va s'intéresser à trois courants qui sont très populaires. Donc le diffusionnisme, qui dit que en fait, les cultures échangent, partagent des innovations technologiques, mais aussi des innovations sociales, des innovations aussi mythologiques. C'est pour ça qu'on retrouve parfois certains héros ou certains archétypes d'héros dans différentes sociétés. Si vous avez lu Gustav Jung ou des gens comme ça, il vous parle beaucoup justement de ces archétypes qui existent dans différentes sociétés ou des choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, on pourrait prendre la figure d'Hercule qui existe tout le long de la Méditerranée. Son nom change, c'est sûr, et puis certains de ses faits changent, mais le personnage, lui, reste toujours le même dans son essence. Donc ça, c'est l'anthropologie diffusionnisme, c'est au XXe siècle. Il y a l'anthropologie culturaliste, celle qui pense qu'en fait, il y a un lien entre la culture et la psychologie, et qu'en fait, la culture conditionne la psychologie, qui donne des types de personnalités, de performances ou de rôles. Et donc, tel type de culture va donner tel type de rôle. Par exemple, s'il faut un prêtre, un chaman et je sais pas, un chasseur, à chaque cycle en fait, de génération en génération, ça reste parce que c'est le type de culture qui existe. La troisième qui nous intéresse, c'est la fonctionnaliste, l'anthropologie fonctionnaliste, et eux, ils vont plutôt s'intéresser à
ce qui reste ou ce qui existe dans une culture, donc il y a une forme assez darwinienne, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui permet d'avancer. Donc par exemple, nos sociétés, il y a très longtemps, utilisaient par exemple le sacrifice, que ce soit humain, végétal ou animal, et ça a plus ou moins disparu, parce que ça n'a plus de fonction. J'ai chaud. Ça n'a plus de fonction. Et donc c'est ça. Donc là, je vous ai fait un petit tour d'horizon de l'anthropologie. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement à la parenté. Donc, comme je vous le disais, notre société change et la parenté change. Et en fait, à partir des années 60, surtout à travers Lévi-Strauss dans les études francophones, on va s'intéresser à la filiation, le sang et les mariages. Donc ça, c'est les trois bases, si on veut, de l'anthropologie à l'origine. Et ces trois bases-là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Donc, par exemple, si je me marie, que je divorce et que je me remarie, je vais sûrement élever les enfants d'un autre géniteur. Et donc, il n'y aura pas du tout de mon sang dedans. Je ne dis pas que l'adoption n'existait pas dans le passé, mais cette base-là, elle est en train de changer. Pareil, je disais le mariage, maintenant, il y a plein de gens qui vivent en union libre. Ils ne se marient pas. Donc, quel nom va prendre l'enfant? Est-ce qu'il va prendre mon nom? Est-ce qu'il va prendre le nom de ma femme ou de mon mari? Est-ce qu'il va prendre les deux noms? Comment ça fonctionne? Je disais donc le sang, donc la génération qui suit de mon sang que j'ai transmis. Le mariage, parce que je le transmets aussi. Et la filiation, c'est les choix que je vais faire justement à travers les statuts que je vais donner à mon enfant ou non. Donc tout ça, c'était la base. Et tout ça est parti à volo. Tout ça ne fonctionne plus. Donc les anthropologues, ils ont été confrontés à quelque chose de très nouveau. Donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir voir comment ils en sont arrivés là, et puis ensuite comment ces modèles vont être remis en place. Donc la première chose, un anthropologue, ça utilise des fiches, comme n'importe quel chercheur, et donc cette fiche, elle est composée de catégories. Donc je tombe sur une nouvelle ethnie, par exemple les Schtroumpfs, on va mettre ça un peu plus amusant, et je vais regarder un petit peu comment ça marche. Alors, c'est quoi leur langue? C'est quoi leur mode de vie? Est-ce qu'ils sont chasseurs-cueilleurs? Est-ce qu'ils sont sédentaires? C'est quoi leur organisation sociale? Et là, c'est important parce que c'est ça qui va revenir un petit peu mettre en jeu les questions que les anthropologues se posent aujourd'hui. Donc la polygamie, comment ça se marie, est-ce qu'ils sont monogames, etc. Ensuite, il y a le pouvoir. Comment ça fonctionne le pouvoir? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a le pouvoir, le grand Schtroumpf? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce qu'il est là à vie? Quel âge a le grand Schtroumpf? On ne sait pas. Donc on veut savoir un petit peu comment ça fonctionne. Un autre point, c'est les rites de passage. Quand est-ce qu'on passe d'un enfant à un adulte? Donc on sait que dans beaucoup de tribus, c'est la menstruation chez les filles, mais chez les garçons, par exemple, il y a des défis. Il y a la circoncision, par exemple, qui est un rituel qui permet de passer à un autre niveau. Il y a, chez les juifs, il y a la bar mitzvah. En fait, il y a plein de phénomènes ou de rituels qui permettent de passer de l'enfant à l'adulte, qui dans nos sociétés, en plus, n'existent plus. Sauf pour certains critères, certains groupes communautaires, mais pour l'ensemble des autres, moi, par exemple, je ne sais pas si je suis encore un adulte, je n'ai pas eu mon rite de passage. Finalement, ensuite il y a la religion. Quel type de religion? Est-ce qu'ils sont animistes? Est-ce qu'ils sont polythéistes? Est-ce qu'ils sont monothéistes? Est-ce qu'ils sont athées? Et finalement, les arts. Est-ce qu'ils produisent de la chanson? Est-ce qu'ils produisent des sculptures? Est-ce qu'ils produisent des films? Quels sont l'ensemble des arts qui sont produits à travers cette communauté, cette ethnie, cette tribu, ce groupe, ce clan? Donc ça, c'est la fiche qu'utilisent les anthropologues pour pouvoir justement catégoriser. Et c'est ce qu'on fait en science. Je fais pareil avec les plantes, je fais pareil avec les groupes sociaux, je fais pareil avec les réseaux sociaux. Je passe mon temps à catégoriser et les anthropologues font la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut remettre en cause ces catégorisations et de voir comment elles évoluent dans le temps en fonction justement de l'évolution d'un objet de recherche. L'humain, c'est vivant, l'humain, ça change, les sociétés changent, et c'est ça qui est super intéressant. Dans les années 60, donc Lévi-Strauss arrive avec un concept qui va faire de lui une superstar, la question de l'inceste, la prohibition de l'inceste, donc l'interdiction pour un parent, proche parent, de coucher avec son fils ou sa fille, avec sa mère ou sa sœur ou son père, etc.,
pour limiter en fait les problématiques génétiques. On sait aujourd'hui qu'il y a des exceptions et vous me corrigerez dans les commentaires, mais il me semble qu'en Égypte, par exemple, chez les pharaons, c'était courant qu'on marie les frères et les sœurs pour garder une lignée pure, comme dans Game of Thrones. Mais c'est encore des exceptions. La majorité des groupes ethniques montrent quand même une très grande aversion à l'inceste. D'ailleurs, il y a dans les mythologies grecques, par exemple, ou romaines, il y a énormément cette question-là qui revient, comme ensuite des péchés ou des problématiques. Il y a, par exemple, Oedipe, pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie. L'inceste, ça pousse à quelque chose qu'on appelle l'exogamie. Exo, ça veut dire extérieur. Donc ça pousse à épouser quelqu'un qui est à l'extérieur du groupe. Donc il faut que ou le garçon ou la fille quitte sa famille, soit et malheureusement l'histoire montre que majoritairement ce sont les femmes qu'on fait quitter les familles, qui vont dans les familles du mari. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des cas particuliers où ce sont les hommes qui y vont, mais majoritairement sur Terre c'est plutôt les femmes qui se déplacent de famille en famille, qui font que ça empêche en fait d'avoir trop de fois la même génétique, qui produisent encore ensuite des maladies qui vont conduire à des problèmes pour tout clan. Par exemple, s'il y a une maladie qui arrive, un virus, et qui tue tout le monde parce que la génétique est trop faible, ou même la stérilité, ou ce genre de choses qui empêchent le bon fonctionnement naturaliste et reproductif et biologique du groupe. Je vais dire ça comme ça. Donc l'exogamie, ça pousse et ça va produire quelque chose qui est intéressant, c'est des échanges entre les groupes. Et ces échanges entre les groupes vont produire ce qu'on appelle le mariage. Et le mariage, c'est des formes d'alliance. Encore une fois, ce modèle-là va être pété au XXe siècle et au XXIe siècle, parce qu'on ne se marie plus pour alliance. Aujourd'hui, on se marie par amour. Et ça, c'est quelque chose de très positif et de très intéressant. C'est qu'on est peut-être à la première période de l'histoire humaine où on peut choisir avec qui on se marie. On n'est pas échangé entre familles, ou on n'est pas dans un rapport d'alliance. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'épouser quelqu'un qu'on ne veut pas épouser. Ça change profondément les sociétés, et ça nous permet aussi de comprendre comment la société change à travers ces évolutions qui sont naturelles et normales dans nos sociétés présentes. Aujourd'hui, on trouve ça même anormal, ce qu'on pourrait appeler les mariages arrangés, alors que toutes les études anthropologiques depuis les années 60, je dirais, ont mis ça de l'avant. Dans la question du mariage, donc les transactions entre les différentes personnes qui vont épouser ou être épousées, il y a plusieurs types d'échanges. Donc il y a le premier qu'on appelle l'échange restreint. Ça veut dire j'ai la famille A et j'ai la famille B, et en fait il va y avoir un échange entre les deux familles. Je donne ma fille, ou il donne sa fille à mon fils, et il y a un échange qui se fait entre ces deux familles-là, et c'est uniquement entre ces deux familles-là. Même s'il existe la famille C, la famille D, la famille G, non, ça va être juste entre ces deux familles. Ça, c'est le système qu'on retrouve dans les systèmes de caste, comme dans la Rome antique, comme on retrouve aujourd'hui aussi en Inde, par exemple. Donc des systèmes de caste qui fait que ce sont certaines familles qui se reproduisent entre elles, qui produisent aussi des morphotypes très spécifiques à ce type de famille. Donc si vous allez en Inde, vous allez voir que la caste supérieure, dite supérieure entre guillemets, a un morphotype différent, ils sont plus clairs, etc. Alors que les intouchables sont eux plus foncés, etc., plus petits. Donc il y a cette espèce de génétique qui se déplace dans ces groupes-là, et qui se déplace pas, qui reste bloquée dans ces groupes-là. Et ensuite ce qu'on appelle l'échange général. Donc ça, c'est un système un peu plus compliqué. C'est j'ai la famille A, j'ai la famille B et j'ai la famille C. La famille A peut choisir quelqu'un dans la famille B, mais la famille B ne peut pas choisir quelqu'un dans la famille A, mais peut aller choisir quelqu'un dans la famille C. La famille C ne peut pas choisir quelqu'un dans la famille B, mais peut choisir quelqu'un dans la famille A. Donc c'est une sorte de cercle où chacun va justement aller chercher des individus dans les deux familles. C'est une occasion aussi de complexifier le système, mais aussi d'enrichir ça peut être aussi des propriétés bien sûr, mais d'enrichir un petit peu la génétique. Donc c'est ça, les unions préférentielles. Qu'est-ce que je voulais parler?
On va parler du mariage entre cousins parce que ça, c'est quelque chose qui revient aussi. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, il y avait une problématique en Islande, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez dans les commentaires, et ils ont mis en place une application qui peut vous dire, quand vous rencontrez quelqu'un, vous datez quelqu'un, quand vous avez un rencard amoureux avec quelqu'un, pour savoir si c'est un membre de votre famille proche ou éloigné, pour éviter des problèmes de questions génétiques. C'est nul, c'est pour ça aussi. Ce que disent les anthropologues, c'est qu'il y a deux modèles de mariage entre cousins. Il y a ce qu'on appelle le mariage croisé. Donc le mariage croisé, c'est quand le fils épouse la fille du frère ou de la sœur de la femme, donc de sa mère. Donc là, c'est croisé. Mais il existe aussi des mariages entre cousins parallèles. Ça, c'est quand le fils épouse l'enfant, la fille, ou le fils, pardon, du frère ou de la sœur du père. C'est plus rare, c'est des cas beaucoup plus rares. La majorité du temps, dans les sociétés que l'on connaît très bien et qu'on a étudiées, et même au niveau mondial, en fait, ça fonctionne plutôt par le modèle croisé. C'est plutôt la norme, en fait, en termes d'anthropologie. Encore une fois, dans la modernité, on n'épouse plus son cousin ou sa cousine. Donc, encore une fois, ça fout en l'air ce système-là. Donc, on est passé de l'inceste qui pousse à l'exogamie, qui pousse à voir comment fonctionnent les systèmes d'alliance entre familles, pour nous amener ensuite à la filiation. Et la filiation, c'est intéressant parce que être le fils d'eux, si vous connaissez peut-être le terme, être le fils d'eux, c'était quelque chose de très important. Et pendant très longtemps, on était le fils de quelqu'un avec l'héritage qui allait autour. Et c'est pour ça aussi que dans les religions monothéistes ou dans certaines religions, on maudit des gens sur plusieurs générations. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que cet héritage-là va venir avec toi. En réalité, par exemple, mon arrière-grand-père était pêcheur, mon arrière-arrière-arrière-grand-père était pêcheur, son fils était pêcheur, son petit-fils était pêcheur, tout le monde était pêcheur, puis jusqu'à mon père, enfin mon grand-père, mon père et moi, où en fait on n'est pas du tout pêcheur. Parfois même j'ai le mal de mer. Mais cette idée est qu'on héritait et on était coincé dans un système qui nous affiliait. Avec cette affiliation venait bien sûr le nom. Donc moi je porte le nom de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père, etc., 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 qui s'est transmis de génération en génération. Ça a changé bien sûr, puisque maintenant on peut prendre le nom qu'on veut, et on peut faire aussi des associations entre le nom du père et de la mère, où on peut garder son nom de jeune fille. Venait aussi avant des titres, si mon père était comte, moi je devenais vicomte, et puis ensuite je devenais comte. Donc il y a tout un rapport aussi à la hiérarchie, à la société, au rôle que je dois avoir, aux manières de faire ou aux manières de me comporter qui étaient liées à ça. Il y avait aussi un domaine, un lieu géographique. Tu étais coincé dans la zone où tu étais, parce que souvent tu héritais de terre, d'une ferme, d'un truc à exploiter. Ça pouvait être un bois, ça pouvait être un port de pêche. Donc tu es coincé dans tout ça. Une vraie affiliation. Et peut-être que vous avez déjà vu les modèles anthropologiques où il y a des carrés, des triangles, puis donc ensuite on fait ce qu'on appelle le modèle ego, qui permet ensuite de faire des retraçages de qui est qui, et ça fait des arbres généalogiques, mais qui permet de comprendre un peu les relations entre tout ça. Et donc, quand les statuts, les noms, les lieux nous sont donnés par le père, on appelle ça la paternalité. Alors je ne peux pas y arriver, je vais y arriver avec mère. Materlinéaire. Voilà, materlinéaire pour les mères, quand ça vient de la mère. Donc par exemple, je prends le cas des juifs. Si je prends les juifs, la juditude, je ne sais pas comment on dit, je pense que oui. La juditude est donnée, transmise par la mère. C'est parce que votre mère est juive que vous êtes juif. C'est pas parce que c'est materlinéaire que c'est matriarcal. Attention, c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Ça peut être materlinéaire et patriarcal, comme je dis par exemple le cas des juifs.
Donc paterlinéaire, c'est quand c'est transmis par le père. Donc c'est le père qui le transmet, et donc moi j'ai le nom de mon père, mon enfant devrait avoir mon nom, qui est le nom de mon père, etc. etc. Il y a d'autres cas de maternalité, hein. Il y a les Nayars en Inde, vous me corrigerez dans un commentaire si je prononce mal, qui aussi a un fonctionnement avec la transmission par la mère des noms, des statuts sociaux, etc., etc. Donc là, on a vu toutes les bases un petit peu de l'anthropologie classique, et on voit que dans la modernité, tout ça, ça tient plus. Donc, on a dit, le premier, c'est le sang. Donc, mon enfant par la génétique, mais aujourd'hui, je peux adopter quelqu'un, je peux élever quelqu'un qui était d'une autre famille, parce que c'est des familles recomposées. Il y a plein de cas qui peuvent s'ajouter là-dedans. Donc, la filiarité ne fonctionne plus, parce qu'en fait, encore une fois, là, mon fils, par exemple, qui est dans une famille recomposée, dans une autre maison, peut avoir mon nom comme celle biologique, mais être sous la responsabilité d'autres parents qui, eux, ont la responsabilité du lieu géographique, donc ils vont le placer et lui montrer son milieu de vie, mais aussi économique, émotionnel, etc. Donc ça modifie, ça change encore une fois tout ce que la logique anthropologique nous proposait pendant très longtemps. Les choix de mariage, je ne peux plus obliger mes enfants à se marier avec la personne qui est dans mes intérêts, donc d'autres clans, d'autres familles. Donc ça me permet aussi lui, il a une grande liberté, il peut épouser quelqu'un qu'il aime, et ça, je pense que c'est la plus grande liberté qu'on a, et je pense qu'on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est très très important. Donc toutes ces règles-là qui étaient celles du mariage, donc on ne se marie plus avec des gens, on n'est plus obligé de se marier. Donc il y a des gens qui se marient plus, on n'est plus obligé de se marier avec des gens qu'on ne veut pas, et on n'est plus obligé de se marier avec nos cousins, nos cousines. Première règle qui se fait complètement sauter dans la modernité, puisqu'on ne fait plus ça. La deuxième, je vous ai dit, c'était la filiation. Donc je peux avoir des enfants avec différentes personnes qui portent mon nom ou non, qui ont ma génétique ou non, qui vivent avec moi ou non. Ça fait beaucoup de choses qui sautent. On a vu la question de l'inceste reste, heureusement, pour des questions de santé, etc. Quoique, avec les enfants adoptifs, surtout aux États-Unis, c'est permis, donc c'est un peu bizarre. Il y a le cas Woody Allen, du scénariste, réalisateur Woody Allen, qui a épousé, il me semble, sa fille adoptive. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc c'est ça. Donc tous ces principes-là ont été complètement balayés, et donc aujourd'hui, il faut que les anthropologues réfléchissent à nouveau ces concepts-là, qui fonctionnaient, mais super bien. Si on utilisait les modèles anthropologiques avant les changements du XXIe siècle, on voit qu'on peut les appliquer à toutes les tribus, dans toute l'histoire, à toutes les sociétés, dans toute l'histoire. C'était vraiment quelque chose de très fort et très universaliste, et vraiment très puissant. Je pouvais utiliser ces modèles-là sur la société allemande du Moyen-Âge, comme je pouvais l'utiliser sur la société antique de l'Afrique du Sud, comme je pouvais l'utiliser sur la société du XVIe siècle de la Renaissance en Italie. Ça fonctionnait partout, et ça fonctionnait très bien. Là, on voit à quel point les sciences humaines sont riches et sont capables de pouvoir évoluer et de prendre des risques. Parce que leur objet de recherche est en train de changer. Et donc là, on est encore dans cette effervescence, et on cherche à comprendre, et les anthropologues cherchent encore à comprendre tout ce système-là, et cherchent à mettre des nouvelles règles et des nouveaux concepts autour de la question de la famille. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, posez des questions, partagez, faites-vous plaisir, et puis à très bientôt.